DELABO. Alors, l'histoire de Julien Marchand. Il y avait 312 € sur mon compte le jour où j'ai signé le contrat qui allait changer ma vie. 312 €, un costume emprunté à mon voisin, et une adresse que je n'avais jamais vue. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la femme assise en face de moi dans ce bureau vitré allait devenir à la fois mon salut et ma pire ennemie. Mais revenons au début, parce que pour comprendre ce que j'ai accompli et ce que j'ai failli perdre, il faut d'abord comprendre d'où je venais. Je m'appelle Julien Marchand. J'ai grandi dans une cité HLM de Lens, dans le Nord, là où les hivers sont interminables et où les espoirs ont tendance à geler avant même de fleurir. Mon père était mineur à la retraite, ma mère caissière dans un supermarché. Il n'était pas malheureux, du moins. C'est ce que je croyais quand j'étais enfant, mais il n'avait jamais eu accès à ce que le reste du monde appelait les opportunités. Ce mot, opportunité, je l'ai entendu pour la première fois à la télévision, dans une émission sur les entrepreneurs. J'avais 12 ans. Je ne savais pas encore ce qu'il signifiait vraiment, mais quelque chose dans ce mot m'avait traversé comme une décharge électrique. À l'école, j'étais ce qu'on appelle un élève moyen. Pas brillant, pas nul. Le genre de gamin que les professeurs remarquent rarement, sauf pour noter l'absence ou la présence. Je n'avais pas le talent pour les mathématiques comme mon cousin Thomas, ni le charme désinvolte qui faisait que les filles tournaient autour de mon ami Karim. J'avais autre chose, une capacité à observer, à regarder les gens faire des erreurs et à me dire intérieurement « Moi, je ferais ça différemment ». C'est une qualité qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Et pourtant, c'est elle qui m'a sauvé. À 19 ans, j'avais un bac obtenu de justesse, un petit boulot dans un entrepôt logistique, et un rêve flou que je n'arrivais pas encore à nommer. Je chargeais des cartons de 8 h du matin à 17 h. Je rentrais à pied dans l'appartement que je partageais avec ma mère. Mon père était mort d'un cancer des poumons 2 ans plus tôt, comme tant d'anciens mineurs de la région, et je mangeais ce qu'elle avait préparé en écoutant les nouvelles à la radio. Le soir, avant de m'endormir sur mon matelas trop mince, je regardais le plafond fissuré et je me demandais si c'était tout. Si la vie se résumait à ça, carton, dîner, plafond, répétition. Ce n'était pas la misère au sens dramatique du terme. On mangeait. On avait chaud. Mais il y avait quelque chose d'étouffant dans cette normalité grise, dans cette façon qu'avait la vie de s'étirer sans jamais monter ni descendre. Juste cette ligne plate, indifférente, comme un électrocardiogramme d'une personne trop fatiguée pour ressentir quoi que ce soit. Ma mère était une femme forte et silencieuse qui ne se plaignait jamais. Mais parfois, le soir, quand elle croyait que je ne regardais pas, je la voyais s'arrêter au milieu de la cuisine, les mains dans l'eau de vaisselle, les yeux perdus dans le vide. Ce regard-là, je l'ai gravé dans ma mémoire. Il m'a servi de carburant pendant des années. C'est à 22 ans que quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire. Rien d'une illumination soudaine ni d'une rencontre providentielle. Juste une opportunité minuscule que j'ai saisie avec les deux mains. Un collègue de l'entrepôt, Marc, m'avait parlé d'une formation gratuite en gestion de projet proposée par Pôle emploi. 3 mois, des cours le soir et le samedi matin. J'y suis allé sans trop y croire, juste pour faire quelque chose d'autre que regarder le plafond. La formatrice s'appelait Madame Bertrand. Une femme dans la cinquantaine, sèche et directe, avec des lunettes carrées et une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression qu'elle voyait exactement ce que vous valiez, pas plus, pas moins. Elle n'était pas tendre. Elle corrigeait les exercices avec un stylo rouge qui semblait ne jamais manquer d'encre. Mais elle m'avait dit quelque chose lors de la 3e semaine, quelque chose qui m'était resté comme une épine ou peut-être comme une graine, je n'aurais su dire laquelle des deux. Marchand, avait-elle dit en rendant ma copie, vous avez une intelligence pratique. Ne la gaspillez pas dans un entrepôt. C'était tout. 5 secondes. Une phrase. Mais j'avais passé les 3 jours suivants à tourner ces mots dans ma tête comme on tourne un caillou dans sa paume, cherchant à en comprendre toutes les facettes. J'ai terminé la formation avec la meilleure note du groupe. Et j'ai commencé à chercher autre chose. Les 2 années suivantes ont été une ascension lente et chaotique. J'ai quitté l'entrepôt pour un poste d'assistant administratif dans une petite entreprise de BTP à Lille. Moins d'argent au départ, mais une fenêtre ouverte sur quelque chose de plus grand. J'ai appris à lire des contrats, à gérer des plannings, à parler avec des fournisseurs et des clients. J'ai fait des erreurs, beaucoup, mais j'avais cette manie de ne jamais faire 2 fois la même. Chaque erreur devenait une leçon que je consignais dans un petit carnet noir que j'achetais à la papeterie du coin, 3 € pièce. J'en ai rempli 6 en 2 ans. Le directeur de l'entreprise, un homme trapu et pragmatique nommé Gilles Fournier, m'a remarqué au bout de 8 mois. Pas parce que j'étais exceptionnel, je ne l'étais pas encore, mais parce que j'étais le seul employé à venir au bureau avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes. Un jour, j'avais identifié une erreur dans un bon de commande qui nous aurait coûté 40 000 €. Je n'avais pas attendu qu'on me le demande. J'avais juste réglé le problème et laissé une note sur son bureau. « D'où tu viens, toi » m'avait-il demandé le lendemain, les bras croisés dans l'embrasure de la porte.
De Lens, avais-je répondu. Non. Je veux dire, qui t'a formé? Personne, avais-je dit. Enfin, Madame Bertrand à Pôle emploi. Il avait ri, d'un rire court et sincère. Et 3 semaines plus tard, j'avais un nouveau titre et un salaire en hausse de 30%. C'était bien. Mais ce n'était pas encore assez. Pas parce que j'étais avide, du moins, je ne voulais pas me voir comme ça, mais parce que j'avais senti quelque chose ce soir-là, en rentrant chez ma mère avec ma première vraie fiche de paie. J'avais senti que le plafond fissuré de ma chambre d'enfance n'était pas une fatalité. Qu'il y avait une vie au-delà de cette ligne plate. Et que j'en étais capable. Ce sentiment, fragile et nouveau comme une flamme dans le vent, allait être soumis à des épreuves que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout avait commencé à basculer quand j'avais rencontré Élise Beaumont. Mais je ne le savais pas encore. Ce soir de novembre, quand elle m'avait serré la main pour la première fois dans ce lobby d'entreprise, je n'avais vu qu'une femme élégante avec un sourire calibré et des yeux trop intelligents pour être tout à fait bienveillant. J'aurais dû faire plus attention à ses yeux. J'aurais dû me souvenir de ce que j'avais appris à observer depuis l'enfance. Mais j'avais 25 ans, j'étais ambitieux, et Élise Beaumont représentait exactement le genre de monde auquel je voulais appartenir. Je m'étais laissé aveugler par le reflet, sans voir ce qui se cachait derrière le miroir. Voilà comment tout a commencé, et voilà comment j'ai failli tout perdre avant même d'avoir vraiment gagné. Revenons donc au début de cette partie de l'histoire, la partie où les cartes ont vraiment été mises sur la table. J'avais 25 ans quand Gilles Fournier m'avait convoqué dans son bureau un vendredi après-midi. La lumière de janvier entrait par les lattes des stores vénitiens, dessinant des rayures jaunes sur le tapis gris. Il avait posé les 2 coudes sur son bureau encombré de dossiers, et m'avait regardé avec cet air à la fois pragmatique et presque paternel qu'il arborait dans les moments importants. « J'ai un ami », avait-il dit en tapotant une enveloppe Kraft posée devant lui. Il dirige un fonds d'investissement à Paris. Il cherche un coordinateur de projet. Quelqu'un de jeune, de fiable, et de pas encore corrompu par les mauvaises habitudes du milieu. J'avais attendu, les mains posées sur mes genoux, m'efforçant de ne pas laisser paraître le tremblement qui avait commencé quelque part dans ma poitrine. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un, avait continué Fournier. Je t'ai répondu que oui. Paris, avais-je répété, comme si le mot lui-même avait besoin d'être prononcé à voix haute pour devenir réel. Paris. Salaire de départ autour de 38 000. Avec évolution rapide si tu fais tes preuves. Le poste n'est pas affiché publiquement. C'est une recommandation directe. Il avait fait une pause. Tu veux l'enveloppe ou pas? J'avais pris l'enveloppe. Ce soir-là, j'avais appelé ma mère depuis le train qui me ramenait à Lens. Elle avait écouté en silence pendant que je lui expliquais, et quand j'avais fini, elle avait dit simplement « Alors prends soin de toi. Pas « Félicitations. Pas « Je suis fier. » Juste « Prends soin de toi. » Avec cette douceur un peu dure des femmes qui ont appris que les bonnes nouvelles, ça peut se retourner. Je suis arrivé à Paris avec une valise, le carnet noir numéro 7 commencé depuis 2 semaines, et 312 € sur mon compte après avoir réglé la caution de ma chambre de bonne dans le 18e arrondissement. La chambre mesurait 9 mètres carrés. Le plafond était bas, les murs légèrement humides, et la fenêtre donnait sur une cour intérieure où un chat orange se promenait avec une nonchalance royale. Ce chat, je l'ai regardé souvent, dans les mois suivants, depuis cette fenêtre. Il semblait ignorer souverainement la frontière entre les cours, les toits, les territoires. Il allait où il voulait. Je me demandais si c'était un signe. Le fonds s'appelait Lumaire Capital. Les bureaux étaient situés dans le 8e arrondissement, rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans un immeuble haussmannien dont les façades crème semblaient regarder avec bienveillance condescendante les passants qui n'avaient aucune raison d'y entrer. Le premier matin, j'avais mis le costume emprunté à mon voisin, il était trop large aux épaules et un peu court aux chevilles, et j'avais marché depuis le métro en essayant de me convaincre que ça ne se voyait pas. La directrice associée s'appelait Élise Beaumont. Elle avait 35 ans, une façon de porter ses vêtements comme si elle les avait oubliés sur elle tellement ils étaient naturels, et un regard qui évaluait en une fraction de seconde. Elle m'avait serré la main fermement, m'avait fait asseoir, et avait feuilleté mon dossier sans lever les yeux pendant 2 minutes complètes. J'avais compté. 120 secondes de silence pendant lesquelles je regardais ses mains aux ongles impeccablement entretenus tourner les pages de ma vie. Pas de diplôme de grande école, avait-elle dit enfin. Non. Pas de réseau familial dans le secteur. Non. Vous avez travaillé dans un entrepôt. Ce n'était pas une question. C'était un constat, prononcé avec la neutralité totale de quelqu'un qui répertorie des faits sans les juger, ce qui, en soi, était une forme de jugement. Et dans une PME de BTP, avais-je précisé. Pendant 2 ans, j'ai géré la coordination de 3 chantiers simultanément et mis en place un système de suivi qui a réduit les retards de livraison de 42%. Elle avait levé les yeux. Juste une seconde. Mais ce regard m'avait suffi pour comprendre que j'avais dit quelque chose de juste.
L'ami de Gilles, avait-elle dit enfin, en refermant le dossier. Il a dit que vous étiez le genre de personne qui règle les problèmes avant qu'on vous le demande. C'est ce que j'essaie de faire. Essayez de faire ça ici, avait-elle dit, en se levant pour indiquer que l'entretien était terminé. Vous commencez lundi. Ce premier lundi, je suis arrivé 20 minutes en avance. Je n'avais pas encore de badge magnétique, alors j'ai attendu dans le lobby en marbre, sur un canapé en cuir qui valait probablement plus que ma chambre de bonne. La réceptionniste m'avait apporté un café dans une tasse en porcelaine fine, avec une soucoupe et un carré de chocolat. J'avais regardé ce café pendant un moment. Chez moi, à Lens, on buvait le café dans des tasses de céramique épaisse achetées au supermarché. La différence semblait insignifiante. Elle ne l'était pas. Les premières semaines chez Lumer Capital ont été une immersion totale dans un monde dont je ne connaissais ni les codes ni le langage. Les réunions se tenaient dans des salles où les tableaux au mur n'étaient pas des reproductions. Les déjeuners se prenaient dans des restaurants où personne ne regardait les prix. Les conversations alternaient entre des termes financiers que je connaissais à peine et des références culturelles qui supposaient des voyages, des écoles, des cercles auxquels je n'avais jamais appartenu. J'aurais pu me sentir écrasé. J'aurais pu paniquer, ou, pire, faire semblant, adopter des attitudes, simuler une aisance que je n'avais pas. J'ai fait le contraire. Le soir, dans ma chambre de 9 mètres carrés, j'écrivais dans le carnet noir tout ce que je n'avais pas compris dans la journée, et le lendemain matin, je passais 1 heure sur Internet à comprendre. Les fonds de private equity, les due diligence, les term sheets, les valorisations. Je construisais mon vocabulaire comme on empile des briques, une par une, méthodiquement. Et j'observais. C'est là que ma vieille aptitude d'enfant de cité m'a sauvé. J'observais comment les gens se comportaient dans ce milieu, comment ils négociaient, comment ils flattaient, comment ils trahissaient, comment ils avançaient. Lumer Capital était un monde élégant, mais c'était un monde de prédateurs. Ils n'étaient pas grossiers, ils étaient polis avec une précision chirurgicale. Leurs coups de couteau ne laissaient pas de marque visible. 3 mois après mon arrivée, j'avais fait quelque chose qui m'avait valu à la fois une promotion et quelques ennemis dont je ne mesurais pas encore le danger. Un dossier d'acquisition traînait depuis 6 semaines. Une start-up de logistique que le fonds envisageait de racheter. Tout le monde semblait s'accorder à dire que c'était une bonne affaire, les chiffres semblaient solides, le marché était porteur, l'équipe fondatrice était sérieuse. Mais quelque chose me dérangeait. Pas dans les chiffres même. Dans la façon dont ils étaient présentés. J'avais passé un week-end entier à éplucher le dossier. Pas les résumés exécutifs, les annexes. Les détails. Et j'avais trouvé une incohérence minuscule dans la structure des contrats clients. 2 des plus gros contrats avaient des clauses de résiliation qui rendaient leur renouvellement beaucoup plus incertain qu'on ne le laissait paraître. Ce n'était pas une fraude. C'était une présentation optimiste de faits réels. Mais si ces contrats tombaient, la valorisation de la start-up s'effondrait d'environ 40%. J'avais rédigé une note de 2 pages et je l'avais glissée sous la porte du bureau d'Élise Beaumont le lundi matin avant que quiconque arrive. Ce jour-là, la réunion de validation du dossier avait été suspendue. 2 semaines plus tard, après une renégociation avec les fondateurs, le prix d'acquisition avait été revu à la baisse. Le fonds avait économisé environ 2,5 millions d'euros. Élise m'avait convoqué dans son bureau. « Vous avez froissé des égos », avait-elle dit sans préambule, les bras croisés, debout devant la baie vitrée avec vue sur les toits de Paris. « Je sais », avais-je répondu. « Durand pense que vous essayez de vous faire remarquer. » Durand a travaillé sur ce dossier pendant 3 semaines sans voir ce que j'ai vu en 2 jours. Il a tort de penser ça, mais je comprends qu'il soit contrarié. Un silence. Elle m'avait regardé avec cette expression que je commençais à reconnaître, une sorte de calcul intérieur, rapide et précis, comme si elle additionnait des colonnes de chiffres que je ne voyais pas. « Vous êtes promu responsable des analyses préliminaires », avait-elle dit enfin. 10% d'augmentation. Vous rapportez directement à moi. C'était un tournant. Je le savais. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce tournant-là était aussi une cible que je venais de peindre dans mon dos. Alain Durand avait 42 ans, un MBA de l'INSEAD et un sentiment de supériorité naturelle que 10 ans de carrière n'avaient fait que consolider. Il était beau dans le genre conventionnel des hommes qui savent qu'ils sont beaux, mâchoire carrée, cheveux grisonnants aux tempes avec exactement la dose de distinction que ça confère, costume qui coûtait ce que je gagnais en un mois. Pendant les premières semaines, il avait été correct avec moi, pas chaleureux, pas froid. La courtoisie professionnelle standard des gens qui ne vous considèrent pas encore comme une menace. Après la note de 2 pages, il avait changé. Pas de façon flagrante. Pas une attaque frontale. Quelque chose de plus subtil, cette forme de sabotage élégant que pratiquent les gens intelligents qui ont beaucoup à perdre et suffisamment de maîtrise pour ne jamais se salir directement les mains. Des commentaires anodins glissés dans les conversations. Marchand est enthousiaste, mais il manque encore de recul sur les marchés.
prononcées avec cette légèreté qui fait qu'on ne peut pas s'y opposer sans paraître susceptible. Des réunions auxquelles je n'étais pas convoqué alors que je l'aurais dû. Des informations qui me parvenaient avec un léger décalage, juste assez pour me mettre en difficulté. Je l'avais remarqué. Bien sûr que je l'avais remarqué. Mais j'avais décidé de ne pas réagir. Pas parce que j'avais peur, ou peut-être que si, un peu, mais surtout parce que j'avais compris que dans ce monde, celui qui réagit est celui qui perd. La règle du jeu était simple, accumuler des preuves, garder la tête basse et attendre. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'Élise Beaumont jouerait son propre jeu, un jeu dont j'étais une pièce, pas un joueur. La vérité sur Élise m'est apparue un jeudi soir de mars, 9 mois après mon arrivée. Je travaillais tard, le genre de soirée où les bureaux se vident et où les néons bourdonnent plus fort dans le silence. J'avais besoin d'un document que je n'arrivais pas à trouver dans le système, une version antérieure d'un dossier de valorisation. Élise m'avait dit qu'elle l'avait archivé dans son ordinateur et qu'il était accessible via le serveur partagé. Je m'étais connecté depuis mon poste. Le document que j'avais ouvert n'était pas le bon. C'était un fichier avec un nom similaire, une lettre en moins. J'avais failli le fermer immédiatement. Mais le titre m'avait arrêté. Restructuration marchand option. Les mains sur le clavier, j'avais senti quelque chose de très froid descendre le long de ma nuque. Pas métaphoriquement, physiquement. Une sensation réelle, comme si quelqu'un avait posé une main glacée sur ma colonne vertébrale. J'avais cliqué. C'était un document interne daté de 6 semaines plus tôt. Un échange de mails imprimés, annoté à la main avec un stylo rouge. Je reconnaissais l'écriture d'Élise, j'avais lu suffisamment de ses notes pour ça. Les annotations étaient brèves, précises, chirurgicales. Le contenu m'avait pris 10 minutes à comprendre dans sa totalité, parce que mon cerveau refusait d'abord d'assembler les pièces. Ce que je lisais disait, en substance, ceci. Depuis mon arrivée, Élise avait prévu d'utiliser mes analyses pour consolider sa propre position face à ses associés. Le fonds traversait une période de tension interne entre deux camps, celui d'Élise et celui de son associé principal, un homme nommé Rémi Garnier, basé à Lyon. Mes découvertes sur les dossiers, comme celles sur la start-up logistique, avaient été présentées à Garnier non pas comme mon travail, mais comme le résultat d'une nouvelle méthodologie qu'Élise avait mise en place. Mon nom n'apparaissait pas. Ce qui apparaissait, c'était la supériorité de son équipe sur celle de Garnier. Il y avait plus. Le document évoquait aussi un plan à moyen terme. Une fois qu'Élise aurait utilisé suffisamment de mes analyses pour asseoir sa position, elle prévoyait de se séparer de moi en invoquant une inadéquation culturelle, une formulation vague qui évitait les recours légaux tout en me renvoyant à l'anse, ou en tout cas hors du cercle. J'avais fermé le fichier. Puis je l'avais rouvert. Puis j'avais regardé l'écran pendant un moment, les mains à plat sur le bureau, les paumes moites sur le bois laqué froid. La tasse de café que j'avais posée près de mon clavier était encore à moitié pleine. Je regardais la vapeur monter en spirale fine et se dissiper dans l'air climatisé du bureau. Je ne pouvais pas avaler. Pas une gorgée. La gorge était fermée comme verrouillée de l'intérieur. 8 mois de travail. 8 mois de soirées tardives, de week-ends à éplucher des dossiers, de matins précoces à apprendre ce que je ne savais pas encore. 8 mois pendant lesquels j'avais cru, naïvement, peut-être que le mérite suffirait. Que dans ce monde-là aussi, si tu travaillais assez dur et assez bien, tu finissais par être reconnu pour ce que tu apportais vraiment. Le plafond fissuré de ma chambre de lance m'était revenu en mémoire. Ce regard de ma mère, les mains dans l'eau de vaisselle, les yeux perdus dans le vide. J'avais fermé l'ordinateur, récupéré ma veste et quitté le bureau. Dans la rue, l'air de Paris en mars avait ce goût particulier de pierre froide et d'asphalte mouillé. Je marchais sans destination précise, les mains dans les poches, le costume emprunté, j'en avais acheté un autre depuis, mais celui d'origine me revenait, me semblant soudainement ridicule. Comme un costume de théâtre que j'aurais porté dans une pièce dont je ne connaissais pas le texte. J'ai marché pendant peut-être 2 heures. Le long de la Seine, dont l'eau noire et brillante sous les réverbères avait quelque chose d'hypnotique. Jusqu'à ce que mes pieds m'amènent à l'angle d'un pont et que je m'arrête, les mains serrées sur le parapet en pierre froide, à regarder les bateaux-mouches passer au loin, leur lumière jaune se reflétant sur l'eau en longues traînées tremblantes. Il y avait une question fondamentale à répondre avant toute chose. Qu'est-ce que je voulais faire de ce que je venais de découvrir ? La première option était simple et lâche. Fermer les yeux. Faire comme si je n'avais rien vu. Continuer à travailler, accumuler de l'expérience, laisser Élise me piller encore quelques mois, puis partir de moi-même avec quelque chose à mettre sur un CV. Cette option avait l'avantage de la sécurité à court terme. Elle avait le défaut de tout ce qui est lâche. Elle me rongerait de l'intérieur. La deuxième option était de confronter Élise directement. Entrer dans son bureau, déposer une copie de ce document sur sa table et la regarder dans les yeux. Cette option avait quelque chose de satisfaisant dans l'instant. Elle était aussi, probablement, la plus rapide à me retrouver à la rue,
avec une réputation d'employé difficile, dans un milieu aussi petit que le private equity parisien. La troisième option, la bonne, était celle que j'ai commencé à construire dans ma tête, debout sur ce pont, dans le vent froid de mars, avec les lumières de Paris qui brillaient derrière moi comme une promesse ou un reproche. Je ne savais pas encore exactement comment je m'y prendrais. Mais je savais une chose avec une clarté nouvelle et un peu terrifiante. Je n'allais pas laisser ça se passer. Ce soir-là, je suis rentré dans ma chambre de 9 mètres carrés. J'ai fait bouillir de l'eau pour un thé. J'ai sorti le carnet noir, c'était le numéro 9, maintenant, et j'ai commencé à écrire. Pas des émotions. Pas des plaintes. Des faits. Une timeline. Les analyses que j'avais produites. Les dossiers auxquels elles correspondaient. Les dates. Les résultats obtenus. Tout ce dont je pouvais me souvenir avec précision. C'est une chose que j'avais appris à faire à l'entrepôt de Lens. Documenter. Quand quelque chose d'important se passe, tu l'écris. L'écriture, c'est la mémoire qui ne ment pas. J'ai écrit jusqu'à 3 heures du matin. Le thé avait refroidi. Le chat orange dans la cour avait disparu pour la nuit. Et quand j'ai refermé le carnet, quelque chose avait changé en moi, une sorte de solidification intérieure, comme si des éléments dispersés s'étaient rassemblés en quelque chose de plus dense, de plus lourd, de plus stable. Les larmes n'étaient pas venues. Je m'en étais étonné, ce soir-là. Mais en y repensant maintenant, je comprends pourquoi. Il n'y avait pas de place pour les larmes. Il y avait trop à faire. Le lendemain matin, j'ai appelé le seul avocat que je connaissais, en réalité, la seule personne dans mon entourage qui connaissait quelqu'un dans le droit des affaires. C'était la fille de Madame Bertrand, ma formatrice de Pôle emploi. Lucie Bertrand avait 30 ans, un cabinet à Lille spécialisé en droit du travail, et une façon directe de parler qui me rappelait sa mère. « Envoie-moi ce que tu as », m'avait-elle dit après que je lui eus expliqué la situation en 20 minutes. « Je te rappelle dans 48 heures. » J'avais passé les 48 heures suivantes à travailler normalement au bureau, ou du moins à en donner l'apparence. J'avais souri aux bonnes personnes, produit 2 analyses supplémentaires, assisté à une réunion dans laquelle Élise avait présenté comme sienne des conclusions tirées d'un mémo que je lui avais envoyé la semaine précédente. Je l'avais regardée parler avec une attention nouvelle. Elle était convaincante. Elle était intelligente. Et elle m'avait sous-estimé d'une façon qui allait lui coûter cher. Lucie m'avait rappelé le mercredi soir. Situation intéressante, avait-elle dit, et j'entendais le bruit de papier que l'on feuillait à l'autre bout de la ligne. Sur le fond, ce qu'ils font est discutable légalement. S'approprier le travail d'un employé sans attribution claire peut constituer une forme de préjudice. Le problème, c'est la preuve. Le document que tu as vu sur l'ordinateur, tu ne l'as pas copié? Non. Dommage. Une pause. Mais tu peux documenter le tien. Chaque analyse que tu produis, tu gardes les métadonnées, les brouillons, les mailles internes. C'est ça, ta preuve. Et il y a autre chose. Quoi? L'associé à Lyon. Garnier. Si Élise s'est servie de toi pour fragiliser sa position interne, lui aussi a un intérêt à savoir ce qui se passe réellement. Je m'étais arrêté. Tu veux dire que je devrais le contacter? Je dis que si Garnier apprend, de ta bouche et avec tes preuves, que les analyses qu'Élise lui attribue viennent de toi, il a toutes les raisons de vouloir te garder ou de vouloir te prendre. Et dans les 2 cas, tu n'es plus une pièce sur l'échiquier. Tu deviens un joueur. J'avais raccroché, et j'étais resté immobile dans l'obscurité de ma chambre, le téléphone à la main. Par la fenêtre, la cour intérieure était silencieuse. Pas de chat orange ce soir-là. Juste les pavés brillants de pluie et le reflet d'un lampadaire qui tremblait comme une respiration. Jouer. Pas subir. Agir. Pas attendre. Il me fallait 3 choses. Un dossier solide, une fenêtre d'opportunité et un peu de chance. J'avais commencé à construire le dossier le lendemain même. Chaque mail envoyé, je le conservais avec les métadonnées d'envoi. Chaque analyse produite, je sauvegardais les brouillons successifs avec leurs horodatage. Je commençais à reconstituer une chronologie irréfutable de mon travail. Pas pour m'en vanter, pour me protéger. Et j'attendais le bon moment. Il est venu, inattendu, sous la forme d'une invitation à dîner. Rémi Garnier venait à Paris pour 2 jours en avril, pour une série de réunions internes. Un jeudi soir, il y avait un dîner d'équipe dans un restaurant du 6e arrondissement, l'un de ces endroits où la carte est écrite à la main et où le serveur vous explique chaque plat avec une solennité de médecin annonçant un diagnostic. J'avais été invité, ce qui n'avait rien de particulier. Tous les cadres du fond l'étaient. Je m'étais placé, par des manœuvres que j'espérais suffisamment naturelles pour ne pas être remarqué, à côté de Garnier. Un homme dans la soixantaine, massif, avec un visage de paysan bourguignon transplanté dans les costumes italiens. Des mains larges qui donnaient l'impression d'avoir déjà transporté des choses lourdes avant de transporter de l'argent. Il parlait peu mais quand il parlait, les gens s'arrêtaient. Au cours du repas,
dans le creux naturel d'une conversation sur les perspectives du marché, j'avais dit quelque chose qui n'était pas tout à fait anodin. Le dossier Nexilog m'a pris 3 semaines de travail approfondi, avais-je dit, en faisant référence à un dossier que Garnier avait mentionné dans une réunion le matin même. Les modèles de valorisation que j'avais construits tiennent compte des clauses contractuelles spécifiques au secteur logistique, ce qui change sensiblement les projections à 3 ans. Garnier avait posé son verre. Il me regardait. Vous avez travaillé sur Nexilog ? C'est moi qui ai produit les analyses, avais-je dit avec exactement le niveau de désinvolture que la situation exigeait. L'analyse préliminaire et les modèles de sensibilité. Il avait regardé vers Élise, qui était à 3 sièges de là, engagée dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Puis il avait reporté son regard sur moi, avec ses yeux lents et attentifs des gens qui ont appris à ne pas réagir tout de suite. « On se parlera demain », avait-il dit simplement. Et c'était tout. Mais ce « on se parlera demain » avait le poids d'un document signé. Le lendemain, j'avais passé 40 minutes seul avec Rémi Garnier dans une salle de réunion au fond du couloir. J'avais apporté mon carnet. Et quelques pages imprimées, les brouillons de mes analyses, avec les dates et heures d'enregistrement clairement lisibles. Je ne l'avais pas accusé. Je n'avais pas dit « Élise vous a menti ». J'avais simplement posé les documents sur la table et expliqué mon travail. Comment j'avais abordé chaque dossier. Quelles questions j'avais posées. Pourquoi j'avais fait certains choix méthodologiques. C'était une conversation professionnelle sur le fond. Et au fil de cette conversation, un homme intelligent comme Garnier n'avait eu aucun mal à recalculer ce qu'il savait de la situation. Il ne m'avait posé qu'une question à la fin. Pourquoi vous me dites ça maintenant ? Parce que je pense qu'un investissement qui repose sur une information exacte est meilleur qu'un investissement qui repose sur une information partiellement correcte. J'avais fait une pause. Pour tout le monde. Il avait hoché la tête. Et puis il avait souri, pas chaleureusement, mais d'un sourire reconnaissant, le sourire d'un homme qui a été dans des situations similaires et qui apprécie la clarté. « Qu'est-ce que vous voulez ?» avait-il demandé. Un poste avec une attribution claire de mon travail. Et une vraie opportunité. « Vous avez lu Napoléon ?» La question m'avait pris par surprise. Un peu. Il disait qu'il préférait les généraux qui avaient de la chance à ceux qui avaient du talent. Il avait ramassé les documents que j'avais posés sur la table. Vous avez les deux, marchand. C'est rare et ça se gère. Ce que j'ignorais, c'est que cette conversation avait été enregistrée. Pas par moi, par lui. Garnier enregistrait systématiquement ses réunions, par habitude et par prudence. C'était une information que j'apprendrais plus tard, dans des circonstances très différentes. Pour l'heure, ce qui s'est passé dans les 2 semaines suivantes a ressemblé à une journée après laquelle plus rien n'est pareil. Élise avait convoqué une réunion d'équipe le lundi suivant. Elle était arrivée avec cette énergie particulière des personnes qui ont appris une mauvaise nouvelle et l'ont transformée en offensive. Je l'avais senti dès l'entrée dans la salle, quelque chose dans la façon dont elle s'était assise, dont elle avait posé son dossier sur la table, dont elle avait balayé la pièce du regard avant de s'arrêter une fraction de seconde sur moi. La réunion avait duré 2 heures. Il avait été question de recentrage stratégique, de nouveaux process de validation, de clarification des rôles. C'était un discours professionnel, bien construit. Mais j'avais écouté ce que les mots ne disaient pas. Et ce qu'ils ne disaient pas, c'est que quelqu'un avait informé Élise de ce que j'avais fait. Elle ne savait pas encore exactement comment réagir. Elle tâtait le terrain. À la fin de la réunion, alors que les gens se levaient, elle m'avait retenu d'un geste. « Julien. Élise. » La salle s'était vidée. Nous étions seuls, de part et d'autre de la longue table en chêne. Dehors, par la baie vitrée, Paris brillait sous un soleil d'avril un peu trop blanc, un peu trop nu. « J'apprends que vous avez eu une conversation avec Rémi, » avait-elle dit. En effet. Et cette conversation portait sur les méthodologies d'analyse, pour l'essentiel. Il voulait comprendre certains choix que j'avais faits sur Nexilog. Elle m'avait regardé. Ce regard-là, calculateur, chirurgical, je le connaissais maintenant. Et j'avais appris à le soutenir sans ciller. « Julien, » avait-elle dit avec cette douceur précise qui était sa façon de tenir une lame, « je pense qu'on a eu un malentendu sur la façon dont le travail d'équipe fonctionne ici. Ce que vous produisez ici, vous le produisez en tant que membre de mon équipe. Pas à titre individuel. » Bien sûr, avais-je dit. C'est pour ça que je me suis toujours assuré que mon nom figure sur les documents que je produis. Pour la transparence. Un battement de silence. Court. Dense. C'est très bien, avait-elle dit enfin. J'apprécie la rigueur. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient, vous venez de jouer une carte. Je vais en jouer une autre. Et elle l'avait jouée. Pas immédiatement, elle était trop stratège pour ça. Elle avait attendu 10 jours. Puis elle avait transmis à Garnier,
par mail officiel avec copie à l'ensemble du comité directeur, un rapport indiquant que j'avais accédé de façon non autorisée à des fichiers confidentiels du serveur partagé, le fameux document que j'avais ouvert par erreur et que cela constituait une violation du règlement intérieur de l'entreprise. Quand j'avais ouvert ce mail, debout dans la cuisine de ma chambre de bonne, en train de faire griller 2 tranches de pain de mie, j'avais relu la phrase 2 fois. Puis j'avais posé mon téléphone, sorti le pain du grille-pain, et mangé debout, face à la fenêtre, les yeux sur la cour vide où le chat orange s'était installé sur une caisse en bois et faisait sa toilette avec une concentration absolue. J'avais mangé les 2 tranches de pain entières. Puis j'avais rappelé Lucie Bertrand. Elle a joué la carte disciplinaire, lui avais-je dit. Je m'y attendais. Sa voix était calme. Est-ce que tu as accédé à ce fichier de façon intentionnelle? Non. Erreur de clic sur le serveur partagé. Le nom du fichier ressemblait à celui que je cherchais. Est-ce que tu as copié ou transmis ce document? Non. Alors ils n'ont rien de solide. C'est une tentative d'intimidation. Mais voilà ce qui va se passer maintenant. Ils vont te proposer une rupture conventionnelle. Peut-être dès cette semaine. Avec une prime correcte pour que tu signes vite et que tu disparaisses. Elle avait raison. 2 jours plus tard, on m'avait convoqué dans le bureau de la RH. La responsable des ressources humaines, une femme d'une 40aine d'années aux lunettes rondes et aux manières douces qui ne l'empêchaient pas d'être précise, m'avait présenté un document d'1 page et demie. Rupture conventionnelle. 4 mois de salaire en guise d'indemnité. Clause de confidentialité. J'avais lu le document en entier, lentement, pendant qu'elle attendait en silence, les mains croisées sur son bureau. Je vais y réfléchir, avais-je dit en le reposant. Nous attendons une réponse d'ici vendredi. J'avais hoché la tête et quitté le bureau. Dans le couloir, j'avais croisé Alain Durand, qui sortait de la salle de réunion principale avec 2 collègues. Il m'avait regardé avec ce mélange de satisfaction et de pitié calculée que les gens affichent quand ils pensent avoir gagné. Julien, avait-il dit en ralentissant légèrement. Ça va. Très bien, avais-je dit. Et toi? Il avait eu un demi-sourire et avait continué son chemin. Ce soir-là, je n'avais pas dormi. Pas parce que j'étais désespéré, j'étais passé par là. Pas parce que j'avais peur, la peur, je l'avais apprivoisée depuis longtemps. C'était autre chose. Une sorte d'énergie accumulée qui ne trouvait pas encore sa sortie. Comme de l'eau derrière un barrage qui attend. Je m'étais assis à la petite table sous la fenêtre avec le carnet noir et j'avais écrit pendant des heures. Pas une liste. Pas un plan. Plutôt une cartographie, tous les éléments que j'avais, toutes les connexions que je pouvais faire, toutes les options qui s'offraient à moi. Et au fil de l'écriture, une chose était devenue claire. Je n'avais pas besoin de gagner contre Élise Beaumont. J'avais besoin de construire quelque chose qui la rendrait caduque. Il y avait une fenêtre. Et cette fenêtre s'appelait Rémi Garnier. Le lendemain matin, j'avais demandé un rendez-vous urgent avec Garnier via sa secrétaire à Lyon. Il me l'avait accordé le jour même, en visioconférence. Sur l'écran de mon ordinateur, son visage massif m'avait regardé avec cette expression patiente et attentive que je commençais à associer à sa façon de fonctionner. Ils vont vous proposer une rupture conventionnelle, avait-il dit avant même que j'aie ouvert la bouche. Ils l'ont déjà fait. Hier. Et vous avez répondu quoi? Que j'allais y réfléchir. Il avait hoché la tête. Intelligemment joué. Vous avez combien de temps? Vendredi. Nous sommes mercredi. Il s'était calé dans son fauteuil. Marchand, je vais vous être direct. La situation chez Lumer Capital est plus compliquée que vous ne le pensez. Élise et moi sommes dans un désaccord structurel sur la direction du fonds depuis 18 mois. Votre situation est un épisode parmi d'autres dans ce conflit. Vous n'êtes pas l'enjeu principal. Je sais. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai l'intention de lancer un nouveau fonds. Indépendant. D'ici 6 mois, probablement. Une pause. J'aurai besoin de personnes à qui je peux faire confiance pour les analyses. Le silence qui avait suivi durait peut-être 5 secondes. Pour moi, il avait la densité d'1 heure. Quel type de structure? Avais-je finalement demandé? Small Cap Private Equity sur des PME industrielles et logistiques. Mon domaine de prédilection. Pas de glamour comme en M&A, mais des fondamentaux solides et une vraie valeur ajoutée. Il avait marqué une pause. J'aurais besoin d'un responsable des investissements. Avec une participation au capital dès le départ. Participation au capital. Ces 3 mots. Qu'est-ce que vous attendez de moi en attendant le lancement? Que vous acceptiez la rupture conventionnelle. Proprement, sans conflit légal. Que vous passiez 3 mois à vous former sur les secteurs qui nous intéressent. Et que vous prépariez un mémo de stratégie que vous me soumettrez au mois de juillet. Et si ce mémo ne vous convient pas? Il avait eu ce demi-sourire bourguignon. Dans ce cas,
Vous aurez quand même 4 mois de salaire de Lumaire dans votre poche et une expérience correcte à mettre sur votre CV. Ce n'est pas rien pour quelqu'un qui vient de Lens. La façon dont il avait dit, ça n'avait rien d'humiliant. C'était du pragmatisme brut. Et le pragmatisme brut, ça me connaissait depuis l'enfance. J'accepte la proposition, avais-je dit. Bien. Il avait regardé quelque chose hors champ. Ne signez rien avant de faire relire la rupture conventionnelle par un avocat. C'est déjà prévu. Évidemment. Il avait souri plus franchement cette fois. À bientôt, Marchand. Le vendredi, j'avais signé la rupture conventionnelle. Lucie Bertrand avait vérifié chaque clause. La clause de confidentialité avait été renégociée pour ne couvrir que les informations internes confidentielles de Lumaire Capital, pas mes propres analyses, pas mon travail. C'était un détail crucial que la version initiale avait habilement flouté. Quand j'avais rendu mon badge et récupéré mes affaires dans le carton que la RH avait préparé, une plante verte que j'avais apportée, quelques carnets, un stylo de marque offert par Fournier à mon départ de Lille, Alain Durand était dans le couloir. Il m'avait regardé partir avec ce même mélange de satisfaction et de condescendance. Bonne continuation, Julien. Merci, Alain, avais-je dit sans m'arrêter. Toi aussi. Dans l'ascenseur qui descendait vers le lobby en marbre, j'avais regardé le carton dans mes bras. La plante verte, les carnets, le style de Fournier, et les 4 mois de salaire qui venaient d'atterrir sur mon compte. Pas de quoi effacer le plafond fissuré de Lens. Mais de quoi construire quelque chose de nouveau, sur des fondations que j'avais choisies moi-même. Les 3 mois qui ont suivi ont été les plus denses de ma vie. Je m'étais installé dans une colocation dans le 20e arrondissement, 3 fois moins cher que ma chambre de bonne, avec une cuisine commune et 2 colocataires, un ingénieur algérien nommé Karim et une chercheuse en biologie nommée Priya, qui avaient tous les deux une façon d'occuper l'espace intellectuel de la maison qui me plaisait. Karim avait une bibliothèque de livres sur les mathématiques financières. Priya décortiquait les articles scientifiques avec un scepticisme méthodique qui m'avait appris quelque chose sur la façon de lire les informations. Je travaillais 12 à 14 heures par jour. Pas par obligation, par appétit. Il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de travailler sans agenda caché, sans manœuvre autour de moi, sans devoir surveiller mes arrières. Je lisais. J'analysais. Je contactais des professionnels du secteur industriel et logistique, des directeurs de PME, des consultants, des banquiers régionaux. Je construisais une compréhension du terrain que les analyses de fonds ne donnaient généralement pas, parce que les analystes de fonds regardent les chiffres et les marchés, pas la réalité concrète des usines, des camions, des entrepôts. Un après-midi de juin, j'avais appelé ma mère. Elle était dans la cuisine, je l'entendais au bruit de fond, un crépitement familier, une odeur imaginée de pommes de terre rissolées. « Tu travailles sur quoi en ce moment ?» m'avait-elle demandé. Sur un projet, j'avais dit. Un fonds d'investissement. Je vais peut-être en faire partie depuis le début. Depuis le début. Elle avait répété ces mots avec une attention particulière. Comme si elle les soupesait. C'est bien, ça. Oui. Julien. Quoi? Faites attention aux gens qui te sourient trop vite. J'avais ri. Je sais, maman. Non, avait-elle dit avec cette douceur un peu dure. Tu penses que tu sais. C'est pas pareil. J'avais raccroché en souriant. Et pendant les jours suivants, cette phrase m'était revenue souvent. Faites attention aux gens qui te sourient trop vite. Ce n'était pas une méfiance généralisée, ma mère n'était pas une femme amère. C'était quelque chose de plus précis, une mise en garde contre la tentation de croire que le monde avait changé simplement parce que ma situation avait changé. Le mémo que j'avais envoyé à Garnier le 15 juillet faisait 42 pages. Il couvrait 5 secteurs d'investissement potentiels, avec pour chacun une analyse du marché, une revue des acteurs existants, une identification d'entreprises cibles et une méthodologie d'approche. J'avais passé les 2 dernières nuits avant l'envoi à relire chaque ligne, à chaque fois avec le regard imaginaire de Garnier, pragmatique, exigeant, allergique aux généralités. Sa réponse était arrivée le lendemain matin. Bien reçu. Appel jeudi à 9h. Lors de cet appel, il m'avait posé des questions pendant 2 heures, des questions précises, déstabilisantes parfois, toujours pertinentes. Je n'avais pas répondu à tout. Pour les questions où je n'avais pas de réponse sûre, je l'avais dit clairement. Je ne sais pas, mais je peux trouver. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas sont les plus dangereux dans ce métier, avait-il dit à un moment. Vous savez ce que vous ne savez pas. C'est suffisant pour commencer. À la fin de l'appel, il m'avait confirmé. Le lancement du fonds était prévu pour octobre. Mon titre serait directeur des investissements. Ma part au capital, 3%. Avec une clause de rachat sur 5 ans qui me permettrait de monter à 7. 3% d'un fonds en phase de lancement, ça ne valait pas grand-chose en argent comptant. Mais ça valait tout en termes de positionnement. J'étais actionnaire. Pas employé. Pas pièce sur un échiquier.
Actionnaire. Cette nuit-là, j'avais ouvert une bouteille de vin que Karim m'avait offerte pour mon anniversaire en mai et que j'avais gardée dans le placard de la cuisine sans occasion particulière de l'ouvrir. J'avais rempli un verre et je l'avais bu lentement, debout devant la fenêtre qui donnait sur la rue du 20e, avec ses platanes et ses immeubles à la façade ordinaire et son air de vie réelle qui ne vous demandait rien. Je pensais au carnet noir numéro 1, aux 6 mois dans l'entrepôt de Lens, à ma mère les mains dans l'eau de vaisselle, à Madame Bertrand et son stylo rouge. Je pensais à ce que j'avais encore à faire. Parce que j'allais bien. Mais bien n'était pas encore accompli. Le lancement du fonds Garnier Capital, GC Invest dans les documents officiels, avait eu lieu en octobre, dans les locaux de Lyon que Garnier avait réaménagés pour l'occasion. Pas de cérémonie, pas de champagne, Garnier n'était pas homme à ce genre de symbolisme. Juste une réunion le premier lundi matin avec l'équipe initiale. Lui, moi, une associée nommée Catherine Vidal qui venait du conseil en stratégie, et un directeur administratif et financier nommé Paul Roche. 4 personnes dans des bureaux fonctionnels, une mission précise, et 200 millions d'euros de capital engagés par les investisseurs que Garnier avait levés au cours de l'été. Ce n'était pas énorme dans l'univers du private equity. Mais c'était réel, solide, fondé sur des engagements d'investisseurs institutionnels qui connaissaient Garnier depuis 15 ans. Les 18 premiers mois ont été intenses d'une façon que je n'avais pas anticipée. Non pas difficile, c'était charger des cartons ou apprendre la finance depuis une chambre de 9 mètres carrés. Intense, c'est différent. C'est cette sensation d'être exactement là où tu dois être, mais de ne pas encore maîtriser entièrement les outils qui s'offrent à toi. Comme être monté dans un cockpit d'avion et savoir que tu vas piloter, pas si tu vas piloter, mais avoir encore besoin de mémoriser certaines manœuvres. J'avais commis des erreurs. 2, en particulier, qui m'avaient coûté de l'argent au fond, pas de façon catastrophique, mais suffisamment pour que ces nuits-là, je reste éveillé à tout réévaluer. Une PME de logistique que j'avais recommandé d'acquérir et dont le dirigeant fondateur avait quitté l'entreprise 3 mois après l'acquisition, emportant avec lui une partie des contrats liés à sa relation personnelle avec les clients. Une valorisation sur un fabricant d'équipements industriels que j'avais établi sans suffisamment pondérer la dépendance à un fournisseur unique. Garnier n'avait pas été tendre sur ses erreurs. Il ne criait pas, il avait ce mode d'expression plus dévastateur des gens qui savent que la précision fait plus de dégâts que le volume. La deuxième erreur est la seule que je ne pardonne pas, avait-il dit lors de notre revue post-mortem sur le dossier du fabricant. Pas parce qu'elle a coûté de l'argent. Parce que vous aviez les informations pour ne pas la faire. Vous les aviez et vous n'avez pas regardé. Je sais. Alors regardez, avait-il dit, en posant un stylo sur la table entre nous. Tout ce que j'attends de vous, c'est ça. Regardez. J'avais regardé. Plus attentivement, plus systématiquement. J'avais affiné ma façon de travailler les dossiers, pas seulement les chiffres, les gens. Les dirigeants des entreprises que nous envisagions d'acquérir, leurs motivations réelles, leurs dépendances, leurs failles. J'avais développé l'habitude de rencontrer personnellement chaque candidat à l'acquisition, pas seulement en réunion formelle, mais dans son environnement naturel, l'usine, le dépôt, le bureau du fond du couloir. Ces visites m'avaient appris plus que n'importe quelle analyse financière. Et puis, 22 mois après le lancement du fonds, il y avait eu Renault Industrie Rhône. C'était une PME familiale spécialisée dans la fabrication de pièces détachées pour l'industrie automobile. 37 ans d'existence, 119 employés, une usine à Villeurbanne avec des machines qu'on avait progressivement modernisées mais qui gardaient quelque chose d'artisanal dans leur précision. Le directeur général était le petit-fils du fondateur, un homme de 50 ans nommé Bernard Renault, sans lien avec le constructeur automobile, comme il le précisait lui-même avec une légère ironie, qui avait hérité de l'entreprise à 30 ans et l'avait porté à bout de bras à travers 2 crises industrielles. Il m'avait reçu dans son bureau jonché de plans techniques et de catalogues, avec la fenêtre ouverte sur l'atelier d'où venait un bruit constant et régulier de machines. Nous avions parlé pendant 3 heures. Pas de l'acquisition, de l'industrie, des clients, des concurrents, des défis à venir. Il était passionné, précis et légèrement méfiant, le genre de méfiance saine d'un homme qui a appris que les beaux discours coûtent rarement rien à ceux qui les tiennent. À la fin de la conversation, il m'avait dit « Vous n'êtes pas comme les autres financiers que j'ai reçus. Pourquoi vous dites ça? Ils parlent tous des chiffres. Vous avez parlé de nos produits. Les chiffres, c'est la conséquence des produits. » Il avait regardé par la fenêtre vers l'atelier. Mon père disait la même chose. C'est là que j'avais su. Pas seulement que l'acquisition était une bonne affaire, les chiffres me l'avaient déjà dit. Mais que c'était la bonne affaire, celle autour de laquelle quelque chose de plus grand pourrait se construire. J'avais présenté le dossier à Garnier avec un niveau de détail et de conviction que même lui avait remarqué. « Vous avez passé combien d'heures sur ça ?» m'avait-il demandé en feuilletant le mémo. Je n'ai pas compté. Mauvaise habitude. Les heures, ça coûte. Pas si elles produisent du rendement.
Il avait eu un de ses demi-sourires. Combien vous demandez? 17 millions pour 49%. Option de rachat des 51% restants sur 5 ans, au prix défini selon une formule d'EBITDA convenue. Vous avez négocié avec Renault? Pas encore. Mais il vendra. Il a besoin de capitaux pour la modernisation et pas de successeur familial. Il vend à quelqu'un qui comprend l'industrie ou il ne vend pas. Garnier avait refermé le mémo. Allez voir Renault. Revenez avec un term sheet. Le premier term sheet avait été rejeté. Bernard Renault avait lu les conditions, les avait posées sur son bureau et m'avait regardé avec une franchise désarmante. C'est non. Pourquoi? Le prix est correct. Les clauses de gouvernance me donnent trop peu de contrôle opérationnel pour les 2 premières années. Je n'avais pas discuté. J'avais pris note. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir dans les clauses pour dire oui? Il avait réfléchi un moment, les bras croisés, les yeux sur l'atelier visible par la fenêtre. Je veux rester directeur général autonome sur les décisions opérationnelles pendant 3 ans. Le comité stratégique peut avoir un droit de veto sur les investissements supérieurs à 500 000 €, pas en dessous. C'est faisable. Et je veux une clause sociale. Pas de licenciements économiques pendant les 5 premières années, sauf en cas de force majeure définie contractuellement. Je vais en parler à Garnier. Si ça ne passe pas, il n'y a pas de deal. Je l'avais regardé. Il y avait dans ce que cet homme demandait quelque chose que je respectais profondément, une forme de fidélité à ces gens, à ceux qui avaient travaillé pour lui et pour son père pendant des années. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la solidité. Je reviens dans 48 heures. Garnier n'avait pas été immédiatement convaincu par la clause sociale. 20 minutes de discussion dans son bureau à Lyon, debout face à face, avec la tension habituelle de 2 personnes qui ont des convictions différentes sur un même sujet. La clause sociale est une contrainte opérationnelle significative, avait-il dit. Elle est aussi un signal fort aux équipes que nous reprenons. Et aux clients qui font confiance à la stabilité de l'entreprise. Vous parlez comme un DRH, pas comme un financier. Je parle comme quelqu'un qui a analysé les dossiers d'acquisition ratés de ce fonds depuis 18 mois. Dans 2 cas sur 3, les problèmes post-acquisition avaient une composante sociale non anticipée. Un silence. Rédiger la clause de façon que la force majeure soit suffisamment bien définie pour ne pas être un chèque en blanc, avait-il dit enfin. C'est déjà fait. Le deuxième term sheet avait été signé 3 semaines plus tard. L'acquisition de Renault Industrie Rhône avait été finalisée en novembre de cette année-là, pour 17 200 000 €, avec les clauses exactes que Bernard Renault avait demandées. Ce soir de la signature, nous avions dîné tous les 3, Garnier, Renault et moi, dans un bouchon lyonnais que Renault connaissait depuis 30 ans. Un endroit avec des nappes en papier et des saucissons accrochés au plafond et une patronne qui appelait tout le monde « chérie », avec la même indifférence bienveillante. Garnier avait commandé du vin rouge bourguignon avec la solennité d'un rituel. Renault avait parlé de son père pendant 2 heures avec une affection simple qui ne cherchait pas à être émouvante et l'était malgré elle. J'avais bu mon vin, mangé mon quenelle, et regardé ces 2 hommes qui représentaient chacun à leur façon une forme de solidité que je n'avais pas encore mais que je reconnaissais. Je pensais à ma mère, à ses mains dans l'eau de vaisselle, à son regard vide dans la cuisine de Lens. Je lui dirais un jour. Pas ce soir était à Garnier et à Renault. Mais un jour. Les 3 années suivantes ont été celles de la construction. Renault Industrie Rhône avait performé au-delà des projections. Pas de façon spectaculaire, pas le genre de croissance explosive qui fait des articles dans les magazines financiers. Une croissance solide, méthodique, portée par 2 nouveaux contrats avec des équipementiers automobiles que j'avais contribué à obtenir grâce à mes relations dans le secteur, et par un programme de modernisation des équipements que Bernard Renault avait mené avec la précision d'un chirurgien. EBITDA en hausse de 22% sur la première année. 18% sur la deuxième. Dans le même temps, j'avais continué à travailler sur d'autres dossiers. 2 nouvelles acquisitions pour G7 Invest, une entreprise de transport spécialisée en Bretagne, une société de maintenance industrielle dans le couloir rhodanien. Des dossiers plus petits que Renault, mais qui élargissaient le portefeuille et consolidaient la réputation du fonds. Ma participation au capital, initialement à 3%, était montée à 5% selon la clause de rachat prévue au contrat. Pas encore 7%. Pas encore riche. Mais dans une situation financière que le Julien de l'entrepôt de Lens aurait regardée avec une incrédulité silencieuse. J'avais déménagé dans un appartement de 2 pièces dans le 3e arrondissement de Lyon. Pas grand, pas luxueux, mais à moi. Mon nom sur le bail, mon nom sur la boîte aux lettres, mes livres dans la bibliothèque que j'avais achetés chez un antiquaire du quartier. J'avais rappelé ma mère le soir du premier jour dans cet appartement. J'ai un appartement à Lyon, lui avais-je dit. C'est grand. 2 pièces. C'est bien. Une pause. Tu manges correctement ?
Maman. Quoi? Je vais bien. Un silence. J'entendais sa respiration tranquille au téléphone, ce rythme qui m'avait endormi pendant des années. Je sais que tu vas bien, avait-elle dit finalement. C'est pour ça que je te demande si tu manges. Ce n'est pas la réussite financière qui avait changé les choses. C'est plus subtil que ça. C'est la façon dont je me levais le matin avec quelque chose à faire qui avait du sens, et la conviction que ce que je ferais dans la journée aurait un impact réel sur quelque chose de réel. Une usine à Villeurbanne. Des gens qui y travaillaient. Des produits qui sortaient de ces machines et finissaient dans des voitures que des inconnus conduiraient sur des routes que je ne verrais jamais. Ce sentiment-là, personne ne me l'avait offert. Je l'avais construit, brique après brique, depuis un plafond fissuré à l'anse. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne s'arrête jamais aussi proprement. C'est au cours de la 4e année que les choses s'étaient compliquées d'une façon que je n'avais pas anticipée, et qui allait me forcer à faire un choix que je ne voulais pas faire. Garnier m'avait convoqué dans son bureau un lundi matin de janvier. Il avait posé un dossier sur la table entre nous. Épais. Portant le logo d'un cabinet d'avocats d'affaires que je ne connaissais pas. Asseyez-vous, Marchand. Je m'étais assis. J'ai reçu une offre de rachat pour GC Invest. J'avais regardé le dossier. De qui? D'un fonds américain. Tier 1. Ils veulent entrer sur le mid-market industriel français. GC Invest est un véhicule parfait pour ça, bonne réputation, beau portefeuille, équipe en place. Qu'est-ce que ça signifie pour les participations? Pour moi, une sortie très confortable à 65 ans. Pour vous, avec vos 5%, une somme significative. Il avait fait une pause. Pour Bernard Renault et les autres dirigeants des sociétés du portefeuille, ça dépend de ce que le fonds américain veut faire. Vous leur avez parlé? Pas encore. Je voulais vous parler d'abord. J'avais regardé par la fenêtre. Lyon en janvier, le Rhône plat et gris, les collines lointaines dans la brume. Un ciel bas et calme. La clause sociale de Renault Industrie Rhône avait jeudi. Elle sera honorée pendant la période contractuelle restante, avait-il dit prudemment. Mais après, le nouvel acquéreur n'est pas lié. Il reste 2 ans sur la clause. 2 ans, oui. Et après, Bernard Renault redevient directeur d'une entreprise dont des actionnaires new-yorkais peuvent exiger la restructuration à leur guise. Garnier ne répondait pas. Ce silence-là n'était pas calculateur. Il était honnête. C'est une bonne affaire pour vous, avais-je dit. Oui. Et c'est une bonne affaire pour moi, financièrement. Oui. Mais ce n'est pas ce que j'avais en tête quand j'ai convaincu Bernard de vendre. Un long silence. Garnier avait croisé les mains sur la table. Julien, avait-il dit, c'était une des rares fois où il utilisait mon prénom, le private equity à des cycles. On construit, on sort, on recommence. C'est la nature du métier. Je sais. Mais j'ai dit à Bernard Renault que nous construisions quelque chose de durable. Vous lui avez dit ce que vous pensiez à l'époque. Les circonstances changent. Il y a une autre option. Garnier m'avait regardé sans bouger. Je peux leverager ma participation pour acheter ma part de Renault Industrie Rhône, avais-je dit. M'associer avec Bernard. Sortir du fonds proprement et reprendre la société en direct. Avec quoi? Vos 5% du fonds ne suffisent pas pour financer un rachat. Non. Mais ils sont suffisants comme apport pour aller chercher de la dette bancaire. Et si Bernard co-investit avec ses propres liquidités, c'est faisable. Vous avez modélisé ça? Pas encore. Mais dans ma tête, ça tient. Il avait regardé le dossier américain sur la table pendant un long moment. Vous avez 48 heures pour me présenter un modèle financier. Si ça tient, je vous libère de votre clause de non-compétition. J'avais passé les 48 heures suivantes à travailler. Pas seulement sur les chiffres, j'avais appelé Bernard Renault le soir même. Il m'avait répondu à la 2e sonnerie. Bernard, il faut qu'on parle. Ce soir si possible. Qu'est-ce qui se passe? Je lui avais tout dit. Le rachat, l'offre américaine, ce que ça signifiait, ce que j'envisageais. Un silence sur la ligne. Vous êtes sérieux, avait-il dit. Complètement. Vous voulez racheter la boîte avec moi. 50-50 sur la holding. Moi aux investissements et à la stratégie. Vous à la direction opérationnelle. La même chose qu'aujourd'hui, mais sans un actionnaire institutionnel au-dessus de nous. Un autre silence. J'entendais le bruit de l'atelier en fond, il était encore à l'usine à 22 heures. Mon père aurait aimé vous connaître, avait-il dit finalement. Est-ce que c'est un oui? C'est un « je vous attends demain matin à 7 heures à l'usine et on fait les chiffres ensemble ». Le modèle financier que j'avais présenté à Garnier 48 heures plus tard tenait. Pas confortablement, il y avait des hypothèses optimistes qu'on pouvait challenger, mais il tenait sur des bases solides.
La dette bancaire était accessible compte tenu de la performance de l'entreprise. L'apport de mes 5% du fonds plus l'investissement personnel de Bernard couvrait le gap. Garnier avait étudié le modèle pendant 20 minutes en silence. « Vous êtes en train de quitter GC Invest », avait-il dit enfin. « Je suis en train de racheter Renault Industrie Rhône avec la bénédiction de GC Invest, si vous me donnez la liberté de le faire. La différence est subtile. La différence est réelle. » Il avait souri, ce sourire bourguignon que j'avais appris à décoder. Pas de la tendresse. De l'approbation. Vous avez votre libération de clause. Et je vous achète vos 5% du fonds au prix du marché actuel. Il avait tendu la main. C'est une bonne sortie pour vous, marchand. Et une bonne histoire pour GC Invest. Je lui avais serré la main. La finalisation du rachat de Renault Industrie Rhône avait pris 4 mois. 4 mois de négociations avec les banques, d'audit de la structure financière existante, de réunions avec les avocats, de discussions avec Garnier pour harmoniser les conditions de sortie. 4 mois pendant lesquels j'avais continué à travailler normalement, parce que c'est ça, les grandes transitions. Elles se font dans l'ombre de la continuité, sans que les équipes soient perturbées, sans que les clients voient la couture. Bernard Renault avait été d'une solidité remarquable pendant toute cette période. Il avait assumé sa partie du financement avec la même méthode qu'il appliquait à l'usine, sans ostentation, sans panique, avec cette façon qu'ont les gens qui font confiance au travail bien fait de rester calme quand les choses sont complexes. Le jour de la signature finale chez le notaire, un cabinet lyonnais sur la place Bellecour, 2 heures de lecture de documents dans une salle aux boiseries sombres, j'avais signé 17 fois. Ma main tremblait légèrement à la 7e signature. Pas de peur. De quelque chose que je n'avais pas de mots pour nommer exactement, une forme de gravité physique, comme si les gestes que je faisais avaient du poids au-delà du papier. En sortant du cabinet, nous avions marché, Bernard et moi, jusqu'à un café sur la place. Il était 15 heures, un mercredi de mai, et la place Bellecour était baignée d'un soleil qui ne cherchait pas à impressionner, juste la lumière tranquille et généreuse du printemps en Rhône-Alpes. Nous avions commandé 2 cafés. Pas de champagne, pas de discours. Juste 2 cafés dans une terrasse en plein soleil. Mon père a lancé cette boîte avec 30 000 francs d'économie et un prêt de sa belle famille, avait dit Bernard en regardant sa tasse. Il m'a toujours dit que la seule vraie richesse, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez, pas ce que vous avez. J'avais pensé à l'entrepôt de Lens, au carton, au plafond fissuré, aux 312 €. Il avait raison. Les mois qui ont suivi la reprise ont été les plus calmes de ma carrière, mais d'un calme actif, le genre de calme qui ressemble à un moteur qui tourne à plein régime mais sans vibration parasite. Bernard gérait l'usine. Je m'occupais des clients stratégiques, des partenariats commerciaux, du développement. Nous avions établi une gouvernance simple et fonctionnelle, réunion hebdomadaire le lundi matin, décisions importantes co-validées, tout le reste en autonomie respective. J'avais recruté 2 personnes dans la première année, un responsable commercial qui venait du secteur automobile et connaissait les acheteurs chez les grands équipementiers, et une contrôleur de gestion qui avait travaillé chez un concurrent et dont la précision m'avait impressionné lors de l'entretien. Nous avions gagné 2 nouveaux contrats de long terme. L'EBITDA avait progressé de 27% la première année de notre direction commune. Pas parce que nous avions réinventé quoi que ce soit. Parce que nous avions arrêté de dépenser de l'énergie à gérer des interlocuteurs institutionnels et commencé à concentrer cette énergie sur les clients et les produits. C'est dans ce contexte que j'avais reçu, un après-midi de novembre, un mail d'Alain Durand. Je ne l'avais pas vu depuis le jour où je l'avais croisé dans le couloir de l'Humer Capital avec mon carton et ma plante verte. Son mail était bref, professionnel, légèrement précieux dans la formulation, la politesse de quelqu'un qui veut quelque chose. Il me demandait si j'aurais du temps pour prendre un café. Il était, précisait-il, en train d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles. J'avais lu le mail 2 fois. Puis j'avais regardé par la fenêtre. Mon bureau donnait maintenant sur la cour de l'usine de Villeurbanne, les toits gris et les structures métalliques, et parfois, un après-midi comme celui-ci, le bruit mat et régulier des machines. J'avais répondu que j'étais disponible le jeudi suivant. Durand était arrivé dans un café du 3e arrondissement avec une ponctualité parfaite et un costume qui avait conservé toute son élégance, lui n'avait pas changé. Mais quelque chose dans sa façon d'entrer, dans la légère raideur de ses épaules, m'avait dit que la situation, elle, avait changé. Il m'avait expliqué, avec cette clarté d'expression qu'il avait toujours eue, que l'Humer Capital avait traversé une période difficile. La tension entre Élise Beaumont et Rémi Garnier avait finalement abouti à une scission du fonds. Garnier était parti avec sa part du capital et plusieurs investisseurs clés. Sans son ancrage dans le réseau de Garnier, le fonds d'Élise avait perdu des mandats importants. Des postes avaient été supprimés. Le sien compris. Je cherche un poste en direction financière, avait-il dit en finissant son café avec une dignité que je respectais malgré tout. Ou en développement de portefeuille. Votre fonds, ou votre société de portefeuille, je pourrais apporter de la valeur sur la structuration financière.
Je l'avais écouté jusqu'au bout sans l'interrompre. Alain, avais-je dit quand il avait terminé, je vais être direct avec toi. Ce que tu m'as fait à Lumière n'a pas été le plus fair-play de ma vie professionnelle. Il n'avait pas nié. Il n'avait pas non plus présenté d'excuses, ce n'était pas son style, et j'aurais préféré ça à une excuse calculée. Les postes chez nous sont pourvus pour l'instant, avais-je poursuivi. Mais je te donnerai une recommandation honnête pour ce que tu sais faire, qui est réel. Et si quelque chose s'ouvre, je pense à toi. C'est tout ce que je peux faire. Il avait hoché la tête. Et dans ce hochement, j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur ce visage auparavant, pas de la gratitude, pas tout à fait. Mais une forme de reconnaissance du réel. Comme si le fait que je lui parle franchement valait mieux que n'importe quelle fausse solidarité. Merci, avait-il dit simplement. Ça marche. Nous avions quitté le café l'un après l'autre. Dans la rue, le froid de novembre avait ce goût de pierre et d'air propre qui me plaisait maintenant à Lyon d'une façon que Paris n'avait jamais eue pour moi. J'avais remonté mon manteau et marché vers le parking. 2 jours plus tard, j'avais appris par un contact commun qu'Élise Beaumont avait elle-même quitté Lumière Capital, ou plus exactement, que les investisseurs restants l'avaient poussée vers la sortie après les départs successifs qui avaient fragilisé la structure. Elle avait lancé une activité de conseil indépendante. Peut-être que ça marcherait. Elle était intelligente. Mais elle avait brûlé trop de ponts trop vite, et dans un milieu où la réputation circule à la vitesse d'un SMS entre pairs, ce genre de choses se paye. Je n'avais éprouvé aucun triomphe à cette nouvelle. Pas parce que j'étais magnanime, j'avais mis du temps à me souvenir que la magnanimité n'est pas la même chose que l'indifférence. C'était plutôt parce que la situation d'Élise n'était plus ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était l'usine à Villeurbanne, les 119 employés, la contrôleur de gestion précise et le responsable commercial qui connaissait les acheteurs automobiles. C'était Bernard Renault qui m'envoyait un WhatsApp le mardi matin pour me dire que la livraison Stellantis était partie en avance. C'était ça, la richesse. Pas le chiffre sur un compte, même si le chiffre sur mon compte avait, il faut l'admettre, changé de dimension depuis les 312 € de novembre à Paris. C'était le fait d'avoir construit quelque chose qui existait indépendamment de moi, et qui existait dans le réel. Le vrai tournant symbolique était venu l'année suivante. Au printemps. Ma mère était venue à Lyon pour la première fois. Je l'avais invitée pour son anniversaire, 60 ans, et elle avait accepté après quelques semaines d'hésitation, avec cette réticence des gens qui n'ont pas l'habitude de se déplacer pour eux-mêmes. Je l'avais récupérée à la gare Pardieu, petit sac de voyage à la main, imperméable beige, l'air de quelqu'un qui observe tout avec attention sans vouloir paraître observé. Je lui avais fait visiter Lyon, les Traboules, la colline de Fourvière, les quais de Saône un soir avec les lumières qui se reflétaient sur l'eau. Elle regardait tout avec ce regard attentif et légèrement étonné des gens qui n'ont pas beaucoup voyagé mais qui savent regarder. Le deuxième jour, je l'avais emmenée à l'usine. Bernard Renault était là, il l'avait accueilli avec une chaleur simple et sincère, lui avait montré les machines, expliqué ce que l'usine fabriquait, introduit quelques employés. Ma mère avait posé des questions précises sur les pièces, sur les clients, sur le processus de fabrication. À un moment, un ouvrier lui avait montré une pièce finie, un élément métallique usiné avec une précision remarquable et elle l'avait tenu dans sa main, l'avait retourné, l'avait regardé. « C'est beau », avait-elle dit simplement. Dans la voiture sur le retour, elle avait regardé les rues de Villeurbanne défiler. « Tu l'as construit, ça », avait-elle dit. « Avec Bernard. »« Avec Bernard. » Elle avait hoché la tête. « Et avec tout le reste. » Elle avait tourné la tête vers moi. « Ton père aurait été content. » Je n'avais rien répondu. Je regardais la route. Ce soir-là, j'avais préparé un dîner dans mon appartement. Rien de complexe, une daube que j'avais appris à faire depuis mon installation à Lyon, du pain de la boulangerie du coin, une bouteille de Côte-du-Rhône. Ma mère s'était assise à ma table, dans ma cuisine, et elle avait mangé avec cet appétit silencieux des gens qui apprécient la nourriture sans en faire un spectacle. Après dîner, nous avions bu du café dans des tasses de céramique épaisse que j'avais achetées au marché de la Croix-Rousse, pas si différentes de celles de Lens. « Maman, avais-je dit. »« Quoi ? » ?»« Je voudrais que tu viennes t'installer ici. À Lyon. Je t'aide à trouver quelque chose près de chez moi. » Elle avait regardé sa tasse. « Et qu'est-ce que je ferai à Lyon ? » ?»« Ce que tu veux. Rien si tu veux. Ou quelque chose. J'ai mon appartement à Lens. Mes voisines. Je sais. Mais tu mérites mieux que l'appartement de Lens. » Elle avait levé les yeux vers moi avec ce regard qu'elle avait direct, sans ornement. « Ce n'est pas de la honte que tu as pour Lens, j'espère. » »« Non, maman. C'est autre chose. » Elle avait réfléchi un long moment. Par la fenêtre, Lyon respirait dans la nuit de mai, des voix dans la rue, une mobilette qui passait, la lumière d'un réverbère sur le trottoir. « Je vais y réfléchir, » avait-elle dit finalement. C'était une victoire. Pour les gens comme ma mère, « je vais y réfléchir » était presque équivalent à « oui ».
Elle avait déménagé en septembre. Un appartement à 10 minutes du mien, dans le même quartier, avec une fenêtre qui donnait sur un jardin public. Elle s'était inscrite dans un atelier de poterie le mois suivant, chose dont je n'aurais jamais pu prédire qu'elle l'intéresserait, et qui s'est révélée être exactement ce dont elle avait besoin. La dernière grande chose qui s'était passée cette année-là, la dernière de celles qui avait redéfini quelque chose de fondamental, était venue d'un appel de Garnier. Il m'avait appelé un samedi matin, ce qui était inhabituel. « Marchand, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute. J'essaie Invest à finaliser la vente à l'américain. La clôture est en décembre. Une pause. J'ai tenu à ce que le deal inclue une disposition. Renault Industrie Rhône est explicitement exclu du périmètre. Les actions que Bernard et vous détenez ne sont pas touchées. C'est acté dans les documents. Je sais. Nos avocats l'ont confirmé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'Américain avait demandé l'inclusion. J'ai dit non. Je n'avais pas répondu immédiatement. Pourquoi? Parce que vous aviez raison sur la clause sociale. Et parce que j'ai fait une promesse à un chef d'entreprise qui s'appelait Bernard Renault père, il y a 30 ans, dans un bouchon lyonnais. Son fils méritait mieux que d'être revendu comme une ligne dans un bilan. Garnier n'était pas un homme sentimental. Cette phrase m'en avait dit plus sur lui que 10 années de collaboration. Merci, avais-je dit. Ne me remerciez pas. Faites quelque chose de bien avec cette boîte. Je suis debout ce matin dans mon bureau à Villeurbanne. Il est 7h15, la lumière de janvier entre par les fenêtres qui donnent sur la cour. Le bruit des machines commence, ce rythme régulier, solide, qui ressemble à quelque chose qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas perdre tant qu'on s'en occupe. Sur mon bureau, il y a 9 carnets noirs. Ils ont tous été utilisés jusqu'à la dernière page. Le 10e est sur ma table de nuit à la maison, avec 3 pages remplies depuis hier soir. Il y a aussi, dans le tiroir du bas, une tasse de céramique épaisse, avec une petite anse cassée et recollée, que ma mère avait mise dans ma valise quand j'étais parti pour Paris. Pour ne pas oublier d'où tu viens, avait-elle dit. Je ne l'utilise plus depuis que j'en ai une en porcelaine fine. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Ce matin, sans vraiment savoir pourquoi, je l'avais sorti du tiroir et rempli de café. Il avait un goût ordinaire. Celui du café de tous les matins. Pas de révélation, pas de sentiment dramatique. Juste le goût chaud et légèrement amer d'une journée qui commence. J'avais regardé par la fenêtre. Un camion de livraison entrait dans la cour. Un des techniciens, un homme que j'avais vu grandir dans son métier depuis 2 ans, traversait la cour en combinaison bleue, un café à la main lui aussi, l'air concentré et tranquille. Et j'avais pensé que c'était ça. Pas la fortune était un outil, pas une fin. Pas la revanche sur Élise ou sur Durand ou sur qui que ce soit, ces gens avaient leurs propres histoires et je n'en étais plus le personnage principal. C'était ça, une cour d'usine au petit matin, des gens qui savent ce qu'ils font, une tasse de café avec une anse recollée, et la certitude tranquille que ce qu'on a construit appartient au réel. Je finis mon café. La tasse, posée sur le bureau, capte un rayon de lumière hivernale sur sa surface craquelée. Elle est ce qu'elle est, un peu cabossée, un peu ordinaire, et tout à fait à sa place. Dehors, les machines tournent.